Je suis arrivé à travailler à faire de l'urbanisme pour le ministère du Développement durable, en fait, après un parcours qui a commencé par être architecte libéral, comme font la plupart des gens qui font des études d'architecture. Donc pendant 10 ans, j'étais maître d'œuvre, d'opération, de construction ou d'aménagement. Et pendant ces 10 années, au-delà des difficultés économiques de l'époque, il ne faut pas non plus l'oublier, j'ai quand même souffert en tant que professionnel de la maîtrise d'œuvre du manque chronique d'interlocuteurs au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Pas au niveau du politique, j'aurais eu des élus en face de moi, mais au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire dans la définition du programme et dans le cadrage de l'opération sur laquelle j'étais censé travailler. Donc ces deux raisons ont fait que j'ai conclu que notre métier avait quand même vocation à se déplacer vers ces sphères-là. Et par un hasard, finalement, j'ai passé un concours qui se présentait au bon moment, mais qui m'a amené à être architecte et urbaniste de l'État. Alors un bel exemple qui à mon avis peut illustrer la notion de projet de territoire et de maîtrise d'ouvrage de ce projet de territoire, c'est par exemple la question des énergies renouvelables et de leur mise en œuvre sur le territoire depuis les recommandations du protocole de Kyoto qui a amené l'Europe à prendre politiquement position en faveur du développement des énergies renouvelables et de ce fait à imposer aux pays membres et à la France en l'occurrence un objectif de production d'énergie renouvelable à mettre en œuvre. Donc ça c'est une politique nationale et le fonctionnaire de l'État que je suis est là pour mettre en œuvre cette politique. Alors comment ça se passe ensuite sur le terrain? Sur le terrain, la seule technologie qui est prête du jour au lendemain à être mise en œuvre, c'est la technologie éolienne. Il y en a d'autres, mais la seule qui est prête, c'est celle-ci. Donc dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Chaque entreprise va venir essayer de placer ses éoliennes sur le territoire. Tiens, un permis de construire pour une éolienne, et puis un deuxième, et puis un troisième. Donc je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait de l'ampleur, quelque chose qui allait s'inscrire dans le temps, et quelque chose qu'on ne pouvait pas gérer au cas par cas. Donc je me suis engagé à dire notre rôle sur le territoire, c'est de porter cette politique publique qui nous vient de l'échelle supralocale, échelle mondiale et puis échelle européenne, et de voir comment la construire de façon cohérente dans le respect des politiques que l'on mène déjà au niveau local, politique de préservation de l'environnement, politique de préservation de la cohésion sociale, politique de développement économique local. Mettre en œuvre le développement des éoliennes dans la Manche n'a rien à voir avec mettre en œuvre le développement des éoliennes dans la Beauce, par exemple. Pourquoi? Parce que les territoires n'ont rien à voir. On est par exemple dans le Finistère sur un territoire très marqué par le littoral, avec des espaces naturels extrêmement présents sur ce littoral, qui font partie de l'identité de ce territoire. On a une organisation humaine sur le territoire qui est très dispersée, donc implanter des éoliennes dans ce contexte-là est très compliqué. Après, le processus est assez ordinaire, on réunit l'ensemble des acteurs concernés autour d'une table, ça s'appelle un comité de pilotage. Ce comité de pilotage partage l'idée qu'effectivement il faut faire quelque chose, il faut se donner des règles du jeu, et mon rôle a consisté ensuite à réfléchir et à proposer ces règles du jeu. Ça a donné lieu à une charte départementale des éoliennes. Donc on a fait, dans le cadre de la préparation de cette charte, des cartes à l'échelle départementale qui montrent dans l'espace où se situent les endroits où il y a des enjeux spécifiques. Donc voilà une démarche que moi j'appelle être une démarche de projet de territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai dessiné les éoliennes, c'est pas mon rôle, c'est pas moi qui ai dessiné les schémas de développement éolien à l'échelle des intercommunalités, mais c'est moi qui ai agi pour créer les conditions que chaque acteur joue son rôle. C'est-à-dire que je me suis positionné en urbaniste de l'État. Donc il crée les conditions pour que l'urbaniste de la collectivité puisse dessiner le schéma de cohérence éolien qui incombe à la collectivité et que l'architecte urbaniste de l'opérateur éolien puisse placer son projet au bon endroit dans ce cadre-là. La démarche de schéma qu'on a fait de façon volontariste, sans aucun cadrage législatif, on l'a mise en place de façon volontariste dans le département, finalement le législateur s'y intéressait et l'a rendu obligatoire par le biais de la loi qui a été publiée quelques années après. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit sur le territoire une multitude d'éoliennes, mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que seraient, ou comment seraient ces éoliennes s'il n'y avait pas eu la démarche. Donc ma démarche, on ne la voit pas. Ce qui se voit, c'est-à-dire ce qu'a fait l'urbaniste qui agit en aval, qui réalise un projet d'aménagement, qui lui peut montrer des plans, qui lui peut faire visiter un équipement, qui lui peut inaugurer un équipement, n'existe, en tout cas n'existe de façon qualitative, que si en préalable, il y ait tout le travail qui ne s'est pas vu. Or culturellement, on a dans ce pays une difficulté à assumer ce qui ne se voit pas. Et moi j'assume complètement de travailler sur ce qui ne se voit pas. Et effectivement, la partie visible de ce que j'ai fait moi sera réalisée par d'autres et on ne verra comme dans un iceberg que la partie émergente. Je veux bien terminer là-dessus. Moi personnellement, oui.
Parce qu'il est riverain d'un projet de lait, d'abord d'une association.